Chère lectrice, bonjour. Prise 3, pour la petite histoire, parce que donc j'ai commencé à parler, je me suis aperçue que je bégayais pour changer, donc j'ai recommencé, et pendant que j'étais en train de parler gentiment, où est-il? J'ai un colis qui est arrivé, alors attendez, vous voyez ma tête en grand, c'est super agréable, je suis désolée pour le spectacle. Un colis est arrivé. Et donc, comme j'ai dit dans la vidéo que j'ai faite avant, désolé Jérôme, j'ai mes priorités. Donc, je me suis précipitée sur le chocolat avant de continuer mon retour de lecture. Alors, maintenant, pour continuer la lancée sur laquelle je m'étais... sur laquelle j'étais partie, je dois aussi vous annoncer que, hormis le fait que je vais juste m'en mettre plein la panse avec le colis de Pâques que j'ai commandé chez Marcolini. J'ai appris que j'avais des super pouvoirs. Alors vous allez me dire que j'en ai déjà, je sais. Mais là, j'ai même réussi à botter les fesses de Jérôme depuis ma Belgique jusqu'à Villarlier, qui est à exactement 1048 km de chez moi. Ouais. Je ne savais pas que j'étais aussi compétente. Jérôme, merci de me l'avoir appris. Et d'ailleurs, maintenant, je sais où se trouve Villarlier. Je ne le savais pas jusqu'à maintenant. Ah non, 1104... Attends. Ça dépend la route qu'on prend. Parce qu'on a une possibilité de passer par Paris. À ce moment-là, c'est 1048 km. Et sinon, on peut aller en évitant Paris par une autre autoroute. Et là, c'est 1185 km. Mais ça fait 10h57 de route. De toute manière, étant donné que nous sommes confinés, nous ne pouvons pas sortir de la Belgique pour aller en France, sauf raison impérieuse. Je trouve que le fait d'aller botter les fesses de Jérôme est une raison impérieuse. Je vais tenter le coup, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher, comme dit le grand philosophe Jean-Claude Duss. Bon, 2 minutes 30 de délire, on va peut-être s'en arrêter là pour devenir un peu sérieux et parler de Pronostic, la novella qu'il a écrite et qui donc sortira le 17 avril sous vos yeux ébahis et surtout sous votre impatience. Pourquoi? Juste parce que c'est une novella à lire et à apprécier dans toute sa saveur. Alors, malheureusement, le chocolat ne soigne pas les maux de gorge, sinon je pense que j'en mangerais encore plus. Ciel. Pardon, j'ai un petit peu la crève et elle ne passe pas. Pourtant, c'est pas faute d'essayer de me soigner. Peut-être que j'utilise pas les bons ingrédients. Tout comme notre cher Henri, qui est dans sa réalité. On va parler comme ça. Alors, Henri, c'est un homme qui a un âge civil et un âge dans sa tête. Et si on doit me demander mon avis, pour moi, il n'a pas passé l'âge des 15 ans, Manteau. Parce que il se comporte comme un ado, tout simplement. Et alors, l'action démarre dans un hôpital parce qu'il y a un grand drame. Pardon, je vais m'interrompre. Alors, pour ceux qui s'inquiètent pour moi, non, je n'ai pas le Covid. J'ai juste à la maison une petite fille de 3 ans à qui je n'aurais pas dû faire de câlin. Parce que je suis sûre qu'elle, maintenant, elle pète le feu. Mais moi, par contre, je suis malade. Voilà. Et donc, j'ai la gorge en feu. Je vous remercierai de ne pas me donner de méthode pour soigner ma gorge. Ça va aller. Je vois déjà venir, bande de petits coquins. Alors, nous parlions de notre Henri. Alors, pour la petite histoire, j'ai proposé à Jérôme de lire sa novella en priorité pour faire un retour. Mais bien sûr, comme je suis une grande pressée, je ne connaissais même pas le pitch. Donc je suis arrivée directement dans l'histoire, comme ça, là, paf! Et puis je suis rentrée dedans directement. Au point d'ailleurs que hier, quand je l'ai terminé, j'étais là en train de me dire « Ouais, mais il est quand même tard et tout, demain, il faut que je sois en forme et tout, machin. » Enfin, on a vu en plus comme je suis en forme. Il faut que j'arrête, Puis après, ouais, mais non, j'ai envie de savoir la fin, donc voilà. Et finalement, j'ai terminé avant de m'endormir.
Bon, après, j'avais un peu les yeux qui se croisaient, mais j'étais contente de l'avoir fini. Alors, d'un côté, contente parce que j'avais la fin de mon histoire, et d'un autre côté, j'étais en train de me dire, ah, c'est fini, mais déjà. Voilà. On est entraîné dans un rythme qui est bien soutenu et qui est bien sympa parce que on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais en même temps, ça va pas trop vite. C'est ça que j'ai trouvé très sympa. Et j'ai bien aimé aussi les thématiques qui sont abordées. Donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude de m'attacher très vite au personnage. Et, et là, Henri, le personnage principal, j'ai juste envie de lui mettre 2 claques, pour être complètement honnête, et de lui dire, mais garçon, mais ça t'arrive de réfléchir ou pas Donc tout ça pour dire aussi que ils sont bien creusés, les personnages, ils sont bien, bien campés, et je me suis à chaque fois identifiée à chaque personnage que j'ai vu. Oui, oui, même Hyacinthe. Quand vous lirez la novella, vous repenserez à moi quand vous verrez Hyacinthe apparaître. Purée. Je vais finir par mourir en direct sur la vidéo, ça va être super agréable. Alors, que dire d'autre par rapport à l'histoire, sans vous spoiler l'histoire? Donc oui, Henri, c'est un garçon qui est un joueur professionnel, mais qui ne gère pas forcément très bien les choses, parce qu'il ne sait pas s'arrêter comme tout joueur. Et c'est un pro du poker, des courses, de voilà, tout ce qui permet de vivre la nuit sans travailler. Et ce qui se passe, c'est qu'il leur tombe un truc sur la tête, mais surtout aussi sur celle d'Henri, c'est que on a 2 frères. On a Henri qui est un frimeur, oui, comme un... Ah, comment on appelle ça d'habitude? Je cherche le terme, ça va me revenir. Un flambeur, voilà. Lui, c'est un flambeur, donc il vit la nuit, il aime l'argent, les filles faciles. Il est toujours dans des entourloupes pour avoir de l'argent pour continuer à flamber, voire même aller demander aux personnes à qui il faut surtout pas aller demander parce que sinon on a des problèmes et on rencontre Hyacinthe, euh, pour avoir de l'argent pour continuer comment? Pour continuer à flamber, disais-je. Et nous avons de l'autre côté Eddy, qui est un jeune garçon, son frère, qui fait des études, qui est sportif, qui a une vie saine et qui se retrouve subitement à l'hôpital. Et histoire d'essayer de faire les choses dans l'ordre, j'ai retrouvé le pitch. Ça va vous donner une meilleure idée et moi, ça va me permettre de recadrer un petit peu le truc dans ce que je peux vous raconter ou pas. Que feriez-vous de votre chance si vous pouviez en avoir autant que vous le voulez? C'est la question qui a déclenché l'idée de pronostic et le thème de cette histoire. Merde, j'espère que je vais avoir tout le truc en entier. Oui. Nous avons tous rêvé un jour. Attends, nous avons tous un jour rêvé de gagner au loto. Alors imaginons un moment que vous gagnez le jackpot. Vous êtes riche et après. Vous allez partir en voyage, acheter une maison, une voiture et ensuite. L'argent ne fait pas de vous une nouvelle personne, il vous donne juste plus de moyens. Et plus nous avons de moyens, plus nos erreurs sont graves ou spectaculaires, comme le prouve le destin tragique de certains grands gagnants. Dans Pronostic, Henri est un joueur professionnel. Et j'entends par là quelqu'un qui perd au moins aussi souvent qu'il gagne. Il vit en permanence sur une corde raide, mais sa situation devient désespérée quand il s'endette auprès de personnes prêtes à tout pour récupérer leur argent. Soudain, il découvre un moyen imparable de gagner aux courses hippiques. Son frère, Eddy, donc, est en état de mort cérébrale et capable de lui donner tous les gagnants sans se tromper. Henri a trouvé une source de chance inépuisable, une véritable corne d'abondance pour étancher sa soif de liquidité. La grande question est, que va-t-il en faire? Car c'est la réponse à cette question qui va condamner son bonheur. Va-t-il profiter de cette opportunité pour changer de vie, se construire un avenir plus stable avec cette richesse tombée dans le sait où,
Ou bien va-t-il faire comme ces personnes qui deviennent millionnaires du jour au lendemain et perdent tout en quelques mois, victimes des mêmes erreurs qu'elles répètent inlassablement? Aussi agréable que soit la chance, elle n'est pas une fin en soi, tout comme l'abondance ou la richesse. Pardon, elle n'est pas une fin en soi. Point. Tout comme l'abondance ou la richesse, elle n'est qu'un moyen d'atteindre un but plus grand et c'est ce que Henri va découvrir. Et vous, que feriez-vous avec de la chance? Alors, je vais essayer de ne pas mourir sur cette vidéo. Ça devient de plus en plus compliqué. J'ai un matoucha dans la gorge, mais alors c'est le Garfield, hein, c'est pas le petit. Hein. Et je tiens à terminer cette vidéo parce que je suis sur ma lancée et que j'ai envie de continuer à vous faire mon petit retour. Donc, Eddie, voilà, se retrouve du jour au lendemain. Il a il a un accident qui fait qu'il est en mort cérébrale. Alors bien sûr, les pauvres parents qui avaient deux fils, un qui fait n'importe quoi et l'autre qui est bien sérieux, bien dans les cadres et tout, machin, qui se retrouve comme ça du jour au lendemain, pouf, il n'y a plus rien. Hein, on a un légume, pour parler clairement, et voilà, il y a plus rien dans le corps, quoi. Il est plus habité, le corps. Donc eux, ils se ramassent ça sur la tête. Et Henri, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va causer avec son frère et puis il entend que quand il donne les noms des chevaux, ça fait bip. Et quand il a le nom du cheval gagnant, bip bip. Donc la première fois, il se dit, tiens, je vais tester. Et puis il gagne. Et comme il a il a rencontré la personne qui est prête à tout pour récupérer son argent qu'il lui a prêté, le lendemain, il se dit, ça a marché une première fois, tiens, je vais retester. Donc, bip bip, il rejoue ses gains. Et donc, il fait ça plusieurs fois, bien sûr, parce que si ça marche une fois et qu'on a le gros lot, autant continuer. Mais la grande question, c'est jusqu'où va-t-il pouvoir continuer? Et va-t-il penser à rembourser déjà les personnes à qui il doit de l'argent pour se débarrasser du problème? Ou va-t-il reproduire son schéma de flambeur? Ça, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas. Il faudra lire le livre pour y répondre. Et en effet, c'est vrai que moi, j'ai vu dans cette... là, je vous ai lu ce que Jérôme a posté sur les réseaux par rapport à son bouquin. Et j'irai même un peu plus loin de mon point de vue de lectrice, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il abordait deux questions. C'est-à-dire que donc on a la question du flambeur et qui est dans un cercle, enfin dans un schéma. Et donc, il a la possibilité de faire venir de l'argent en faisant 3 clics sur son téléphone. Et paf, l'argent tombe. Il a juste à lire une liste de canassons. Et puis, il entend bip bip. Ah, c'est celui-là qu'il faut jouer aujourd'hui. Ok, paf, je vais jouer. Et c'est bon, c'est réglé. L'argent arrive tout seul, tranquille. Mais j'ai vu aussi l'autre question qui est que nous avons un garçon de 21 ans, Eddie, qui est sportif, qui mange sainement, qui fait de l'exercice régulièrement, qui réussit parfaitement ses études, qui est bien dans les cadres et tout, il n'y a pas de problème. Il a toutes les conditions pour réussir et paf, du jour au lendemain, tout s'arrête. Et c'est pas un accident de voiture, hein, c'est son corps qui bloque et tout s'arrête du jour au lendemain. Alors on peut se poser par rapport à cette aventure plein de questions philosophiques, je trouve. C'est déjà, est-ce que vivre une vie dans tous les cadres bien nécessaires, la vie saine, ne pas fumer, ne pas boire, etc., etc., est-ce que ça empêche de mourir? Non. Ça empêche que le corps nous lâche quand même? Non. Voilà, la preuve. On peut aussi avoir la question de... on peut même aller plus loin en disant, peut-être que ce garçon s'est privé de certaines choses pour mener une vie saine et tout, et finalement, est-ce qu'il en a vraiment profité? On ne sait pas. Il n'y a pas de jugement dans l'histoire, hein, c'est juste pour essayer de lancer un petit peu le débat et de ce que moi j'ai ressenti en tant que lectrice dans ce bouquin en me disant, tiens, tout le monde peut y trouver un point de vue, tout le monde peut y trouver des questionnements et c'est ça qui est intéressant dans une novella qui fait 73 pages, je crois, de mémoire, enfin 73. On va pas rentrer dans le débat de 70, on parle à la belge, ou 70, on parle à la française, parce que sinon, on va être dans le débat nord-sud, chocolatine, pain au chocolat, et c'est pas le sujet du tout. Voilà.
On va mettre tout le monde d'accord. C'est pain au chocolat, point. Et c'est 73 parce que l'autrice qui fait son retour de lectrice est belge, d'abord. 77 en plus. Voilà, comme ça a remis tout le monde d'accord. Un peu plus sérieusement, donc j'ai parlé de comment? J'ai parlé de l'ami Henri, j'ai parlé de l'ami Eddie. Et oui, voilà, le grand questionnement, c'est Henri avec ses actes et les conséquences. Et est-ce que derrière, des personnes de son entourage qui n'ont pas forcément demandé d'être entraînées dans ces galères ne vont pas en payer aussi des conséquences? Ses parents, son frère, voilà. Et quand on est dans ce type d'engrenage, je quand on est dans ce type d'engrenage, à quel moment ouvre-t-on les yeux? Est-ce qu'on a besoin de prendre un coup de pied au derrière à la gracieuse, qui arrive quand même à donner des coups de pied à derrière à plus de 1000 kilomètres? C'est un talent. Ou est-ce qu'on a besoin juste de se poser 5 minutes et de faire un point en se disant, voilà, j'étais dans ce schéma-là, j'ai une opportunité exceptionnelle d'avoir de l'argent et de résoudre tous mes problèmes quasiment comme ça, problèmes matériels et financiers. On ne parle pas des problèmes psychologiques, hein. C'est justement là tout le débat de l'histoire et tout le déroulement de l'histoire, c'est que le mec est dans des problèmes financiers énorme, au point que sa vie est même en danger. Qu'est-ce qu'il va faire quand on va lui donner la possibilité de résoudre ses problèmes matériels? Est-ce qu'il va choisir de les résoudre d'un coup et comme ça de remettre l'ardoise, d'effacer l'ardoise et de tout remettre à zéro et d'adopter cette vie que son frère avait, de reprendre médecine comme il avait commencé, et de mener une vie plus dans les cadres, comme il a l'air d'y aspirer, ou est-ce qu'il va rester dans son attitude de flambeur, ou bah quelque part c'est un schéma qu'il connaît, et s'il arrête, il sort de sa zone de confort pour quelque chose qui est inconnu. Donc on est aussi dans la thématique de je suis dans une vie qui ne me convient pas, je le sais, j'en souffre, mais est-ce que j'ai envie d'en changer? Parce que si je quitte quelque chose qui ne me plaît pas, je vais vers quelque chose qui m'est complètement inconnu, même si vivre dans les cadres, c'est quelque part vivre comme tout le monde. Donc, si tout le monde vit comme ça, c'est qu'il y a un confort quelque part. Oui, mais si j'ai décidé de ne pas vivre dans ce confort-là, c'est pour une bonne raison. Et donc, ça veut dire se remettre en question. Et ça veut dire, est-ce que je vais prendre le temps de me remettre en question ou est-ce que j'utilise l'argent pour continuer à entretenir mon schéma? Voilà, je pense que là, j'ai suffisamment disserté sur le sujet, en moins de 4 heures quand même, apprécier l'autre exploit. Mais c'est tout ce questionnement-là aussi qu'on a dans l'histoire. Et c'est ce que j'ai trouvé très sympa, c'est que on peut creuser dans cette histoire-là, on peut creuser le sujet de plein de manières. Et on peut s'identifier à Henri, on peut se mettre à la place de la mère d'Henri, qui a perdu déjà quelque part un premier fils, parce que je pense elle a fait une croix sur plein d'espoir qu'elle avait sur son fils aîné, et qui perd le deuxième, alors que ce fils vivait complètement par rapport à ses attentes, et qu'elle se voyait peut-être grand-mère et tout, j'en passe. Ou le père aussi, qui se retrouve là pareil à perdre son fils comme ça, et qui peut-être se demande ce qu'il a raté avec l'aîné. Enfin, voilà. C'était aussi une autre manière de dire que les personnages sont quand même bien creusés, même s'il y en a qui sont bien sûr qui apparaissent un peu moins que les autres. On se retrouve propulsé dans une situation et puis on vit les choses du point de vue d'Henri, mais à chaque fois les parents reviennent, ils repartent, ils reviennent et voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui arrivent aussi dans dans l'histoire comme ce cher Hyacinthe. Je m'amuse avec Hyacinthe, mais pourtant c'est pas mon personnage préféré. Je ne dirais pas non plus que c'est monsieur Marcel, le bookmaker qui prête l'argent. C'est pas un très bon banquier quand même, hein, je vous le recommande pas personnellement. Je dirais que je sais pas, je sais pas si vraiment j'ai un personnage préféré dans l'histoire, parce que comme je disais,
Henri, j'ai juste envie de lui mettre des claques. Mais d'un autre côté, il me fait pitié ce garçon parce que il est dans son engrenage infernal et lui aussi il se ramasse la nouvelle sur la tronche en se disant mais mon frère qui menait une vie bien dans les cadres et tout, mon petit frère, il est mort, enfin, cliniquement mort. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai pour habitude dans mes retours de lecture écrits de dire quel est mon personnage préféré. Et là, je dirais que c'est quand même le docteur, parce qu'on a une petite dédicace au personnel médical, surtout compte tenu de la situation actuelle qu'on vit. Et c'est vrai que devoir annoncer à des parents qu'un jeune homme qui est en pleine santé physique est cliniquement mort et qu'il faut prendre la décision que personne n'a envie de prendre, de le laisser partir, c'est quand même lourd. Et après, il y a aussi la question de la greffe d'organes qui se rajoute derrière ça. Ça aussi, je trouve que ça ouvre un débat. Et donc, si je suis aussi, j'insiste autant à propos de tout ça, c'est que je trouve que dans une novella quand même qui est un format assez court, il y a plein de sujets qui sont abordés. Et moi, j'ai juste envie de dire quelque chose, c'est Jérôme, si tu as besoin d'un autre coup de pied pour te demander d'écrire une autre histoire, vas-y, fonce. Parce que après, si on reprend un des personnages de Pronostic, euh, Henri m'a gonflé, donc je ne sais pas si j'ai envie d'avoir la suite des aventures d'Henri. Je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, comment je vais aborder un peu le sujet? Et je me suis dit, si je devais faire une demande à Jérôme, parce que tant qu'à faire, si je lui botte les fesses, je peux bien lui demander d'autres choses aussi, c'est d'écrire une suite, mais selon un autre point de vue. Et j'aurais bien vu un, un autre passage de leur vie, euh, une, une espèce de suite de pronostics, mais sans vraiment être une suite, un peu pour avoir des nouvelles des personnages auxquels je me suis quand même vachement attachée. Et j'aurais bien vu les parents, genre 5 ans après, par exemple. Et comme ça, on a des nouvelles de Henri de manière détournée et voir comment les parents ont vécu le deuil de leur fils et les décisions qu'ils ont prises dans Pronostic, etc. et ce qui se passe par après. Voilà pour ce que j'avais à dire sur cette novella. Bon, je pense que je vous ai motivé à la lire, j'espère, hein. Dites-le moi en commentaire. Et sinon, je vais vous faire comment? Un petit spoil. C'est que justement, donc, quand j'ai écrit à Jérôme, je lui ai proposé aussi de faire une interview. Et donc, vous allez le voir prochainement sur cette chaîne pour une interview en direct. Les yeux dans les yeux, webcam dans la webcam, ça va être chouette. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent déjà, gracieuse Robert, parce que j'ai oublié de me présenter, parce que bon, comme j'ai été un peu coupée, que j'étais un peu, j'étais vachement intéressée par mon copain qui est juste avec moi, là, tout de suite, que je n'ai pas encore dévoré, vous remarquerez, admirez l'exploit. C'était des circonstances assez particulières, mais comme j'ai décidé aussi de faire ça de manière le plus naturelle possible, je crois que là, vous pouvez pas me voir plus naturel que ça, hein, c'est pas possible. Ou alors, il faut que je commence à retirer des choses, et là, ça va être un peu censuré, ça va pas être possible non plus. Voilà, pour ceux qui me connaissent déjà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais essayer de ne pas dépasser le format de 30 minutes. Donc, Gracieuse Robert, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui connaît Jérôme depuis un bon moment maintenant par ses mails, parce que donc il anime le blog, que je ne me trompe pas, c'est écrit... ah là là, faut que je retourne sur son site pour retrouver. Écrire et être lu, je crois. C'est un des premiers que j'ai commencé à suivre. Au début, c'était parce que j'étais tombée sur un article que j'ai trouvé super intéressant et qui me paraissait vraiment sympa dans l'activité d'auto-éditer, parce que je cherchais des repères. Moi, j'aimais écrire, mais j'avais besoin de savoir un peu comment m'y prendre, etc. Et sur son blog, j'ai trouvé plein
plein de conseils, plein de choses, des thématiques et tout. Vraiment, il nous prend quasiment par la main pour nous expliquer comment écrire, comment s'améliorer, comment travailler ses personnages, comment travailler ses actions, son plan. Enfin voilà, il y a plein de conseils. Et en plus, on a collaboré aussi dans un projet où c'était 3 conseils d'un auto-édité à des auteurs qui veulent se lancer. Et donc, voilà, donc ça fait un moment que je le suis d'une autre manière. Et c'est aussi un peu grâce à lui que j'espère je me suis améliorée au fur et à mesure de ma carrière d'auto-édité. Parce que bah, j'ai lu pas mal de ses articles et j'ai essayé justement d'appliquer des conseils qu'il donnait. Et donc, j'ai publié Ma vie en blog, donc le 1 et le 2, qui sont disponibles actuellement en e-book dans toutes les librairies numériques, chez Librinova, avec un projet Ulule aussi, d'ailleurs, merci les gracieux contributeurs. Et j'ai publié Les voyages forment la jeunesse, donc 1 et 2, qui sont disponibles aussi en e-book et en version dédicacée sur ma boutique. Si vous voulez en savoir plus, allez faire un petit tour sur mon site, ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce que j'allais vous raconter d'autre? Et j'ai publié donc aux éditions Éveillez-vous, Gracieuse tribulation d'une brouette. Et nous avons en projet donc un autre livre qui devrait sortir le 7 juillet, qui est donc une autre nouvelle écrite autour du Récréature de février. Donc, tout ça pour vous dire de manière détournée, tic tic tic, de vous abonner à cette chaîne pour suivre mes autres retours de lecture, parce qu'il y en aura d'autres, la prochaine interview de Jérôme et les autres interviews, parce qu'il y en aura d'autres, parce que je trouve que ce format est sympa, même si moi je suis pas forcément très à l'aise pour l'instant, parce que c'est mes débuts. Je trouve que c'est sympa d'échanger en direct avec les auteurs, et puis bah, ça permet parfois de... Enfin moi je me sens comme dans une conversation, c'est comme si on était chacun en face d'une bière, et puis on discute entre nous, et vous regardez, quoi, hein, donc voilà. Et ça donne un point de vue différent sur l'auteur et c'est vraiment très sympa comme exercice à mener, en tout cas pour ma part. Et donc, bah, du coup, activez la cloche, abonnez-vous, partagez surtout cette vidéo. Si les personnes ne regardent que la partie qui concerne le bouquin, tant mieux, parce que le but, c'est de faire découvrir ce livre au plus grand monde. Et voilà. Je m'en arrêterai ici en vous disant à très vite pour d'autres aventures et d'autres lectures.